Madame, Monsieur, bonsoir. En pleine crise entre le ministère de la Santé et les professionnels médicaux, le Conseil du gouvernement accorde aujourd'hui une hausse salariale de 1000 dirhams en faveur des infirmiers et autres techniciens de la santé, et ce sur 2 tranches. La première débloquée dès ce mois de juillet. Cela suffira-t-il à calmer les esprits et dans une situation totalement inédite, car depuis un moment, le torchon brûle entre les professionnels de la santé et le ministère de tutelle, et la crise entre les étudiants en médecine et le ministère de l'enseignement supérieur est un autre aspect de l'envenimement de la situation. Si le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Eitalb, a reconnu l'existence, je cite, d'une crise de communication qui aurait créé une sorte de méfiance entre le gouvernement et les étudiants en médecine, il a appelé les étudiants depuis le Parlement à suspendre, c'était hier, à suspendre leur grève et à réussir leurs examens, soulignant que la prolongation des grèves et des manifestations ne fera que compliquer davantage les choses. Les futurs médecins, pour leur part, campent sur leur position et maintiennent les marches et sit-ins prévues dans plusieurs villes du royaume. Par ailleurs, la grogne s'est déplacée sous la coupole du Parlement après l'absence mardi du ministre de l'Enseignement supérieur lors de la séance des questions orales, Abdelatif Meraoui, avant que celui-ci ne se présente finalement le lendemain, donc hier, mercredi, devant les commissions des secteurs sociaux et de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants. Une nouvelle occasion pour le gouvernement, par la voix de M. Meraoui, de confirmer que la réduction des années de formation est irréversible, car il s'agit d'une décision, je cite, souveraine. Et selon lui, toujours, certaines revendications des étudiants en médecine manqueraient d'objectivité. Le point sur la situation et les issues possibles à ce bras de fer qui dure depuis 7 mois maintenant et qui pourrait coûter l'année à des milliers de futurs médecins, ce sera dans cette émission, au moment où, rappelons-le, 800 médecins marocains auraient déjà quitté le pays durant les 2 dernières années, selon le syndicat national des médecins du secteur libéral. D'ailleurs, nous avons le président de ce syndicat avec nous ce soir. Nous évoquerons aussi les raisons derrière la manifestation dispersée hier à Rabat, celle des professionnels de la santé, et alors que l'exécutif encense la réforme du secteur de la santé, voilà 2 crises urgentes qui aggravent la crise de confiance majeure entre le corps médical actuel ou futur et le système de santé. Nous avons tenu à avoir un plateau équitable. Nous avons, dans ce sens, envoyé des invitations aux 2 tutelles, à savoir le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais malheureusement, nos requêtes sont restées sans réponse. Il devait y avoir aujourd'hui avec nous un représentant des principales ou de l'une des principales centrales syndicales, mais malheureusement, il s'est désisté à la dernière minute, juste avant l'émission, pour cause d'urgence familiale. Nous croyons en sa bonne foi. En tout cas, j'accueille, et c'est un plaisir de les accueillir d'abord sur le plateau, le président, comme je vous le disais, du syndicat national des médecins du secteur libéral, Dr Ahmed Ben Boujida. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de répondre à notre invitation. Merci, madame. Et se joint à nous depuis Casablanca, l'économiste et professeur de médecine, professeur Jafar Haikal. Bonsoir, professeur Haikal. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie et toujours un plaisir d'être là pour contribuer au débat. Marhaba, le débat est le moins qu'on puisse dire, il est quand même tendu ces derniers temps. D'abord, une réaction, c'est l'actualité du jour, le porte-parole du gouvernement qui annonce, au lendemain de cette manifestation hier de ces professionnels de la santé, manifestation à Rabat notamment, on annonce une hausse salariale de 1000 dirhams pour les infirmiers, aux infirmiers et aux techniciens de santé, dont 500 dirhams, donc la moitié, la première tranche, sera déboursée dès ce mois de juillet. Jafar Haikal, finalement, cette augmentation, est-ce, comme l'a évoqué le porte-parole du gouvernement, suite donc à ce conseil, le fruit du dialogue social remontant à avril, donc le 29 avril 2024,
où, comme le réclamaient les syndicats, il y a eu une réunion avec la tutelle qui s'est tenue en février. Ils s'étaient mis d'accord sur certains points. Et c'est pour ça que la grogne, justement, a atteint le seuil qu'elle a atteint hier, parce que le gouvernement, l'exécutif, n'aurait pas respecté les engagements qu'il a tenus avec ses syndicats. Donc c'est le dialogue social, finalement, qu'il a remporté face à un accord qui a été conclu entre le gouvernement et les syndicats. Selon vous, malheureusement, les principaux concernés n'ont pas pu être avec nous, mais je vous pose quand même la question, Jafar Heikel. Écoutez, merci beaucoup. D'abord, je ne peux pas parler évidemment au nom des syndicats, mais je crois que ce qui est important, et là, le ministre de la Santé l'a dit, l'enjeu de la communication est crucial dans le dialogue social, et je crois que c'est très important qu'il y ait toujours donc cette écoute, parce que sinon ça crée des tensions. Ça, c'est l'aboutissement. Non, mais est-ce que l'écoute, il fallait que les tensions arrivent au seuil auquel inédit, elles sont arrivées hier, pour qu'on soit à l'écoute, pour qu'on finisse finalement par répondre aux revendications de ce personnel médical? Vous avez parfaitement raison, il ne faut pas attendre que les tensions arrivent. L'écoute, ça doit être quelque chose donc de permanent, ça doit être un respect mutuel et une écoute mutuelle. Il ne faut pas attendre qu'il y ait les tensions pour y apporter les réponses nécessaires, parce que là, ça s'appelle de la réaction. Et je crois que c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de réaction, mais qu'il y ait d'écoute et tout simplement, de part et d'autre, trouver les meilleures solutions. Et je rappelle encore une fois que l'augmentation de salaire, ou en tout cas la rémunération, n'est qu'une partie de la revendication qui est par rapport aux conditions de travail, oui, par rapport à la valorisation d'un certain nombre donc, de choses. Donc il ne faut pas réduire le dialogue uniquement à la rémunération. Je crois que, aussi bien de la part du gouvernement que des syndicats, et je ne peux pas parler en leur nom, c'est qu'il y avait autre chose que la rémunération. C'est déjà un premier pas, et je pense que c'est positif. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des tensions pour réagir. Très bien. Alors, il ne faudrait peut-être pas attendre qu'il y ait des tensions pour réagir, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cette grève, et la grève n'a pas commencé hier, elle a commencé bien avant. C'est une grève, et d'ailleurs il n'y a pas eu de communiqué encore, à l'heure où nous tournons cette émission, du syndicat pour suspendre la grève qu'ils ont annoncée, grève ouverte jusqu'au 26 juillet. Je me tourne vers le président du syndicat national des médecins du secteur libéral. Est-ce que vous sentez qu'il y a un impact déjà suite à la grève? Est-ce que cette grève du personnel de santé, notamment là on parle des infirmiers, les techniciens et même les ingénieurs, c'est-à-dire que par exemple s'il y a un scanner qui tombe en panne, ben, il n'y a pas l'ingénieur parce qu'il est en grève pour le réparer. Même les ambulanciers, bref, du secteur public bien naturellement. Est-ce que cela, selon vous, a un impact direct, ou on peut le sentir maintenant sur le parcours des soins des patients marocains dans les hôpitaux publics? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère, enfin des représentants du syndicat pour justement parler de leurs problèmes. Je partage votre frustration. Donc moi, je ne peux docteur. pas parler, comme l'a dit le professeur Heikel, au nom des autres syndicats, mais tout ce que je sais, autant que citoyen marocain, c'est le Marocain qui souffre malheureusement de ce comportement. Moi, je le dis, il y a deux problèmes, il y a trois problèmes. Donc il ne faut pas nier le secteur libéral qui vit aussi des problèmes graves, à l'instar des conditions socio-économiques que vit le pays. Donc on a beaucoup de problèmes, beaucoup de revendications. Donc plusieurs réunions ont été entamées avec les responsables, avec le ministère de la Santé, avec l'ANAM, etc., pour concrétiser, pour participer activement à la réussite du projet royal, du projet de la couverture sociale généralisée. Et comme l'a indiqué la loi 06-22 et parmi les prérogatives du gouvernement, pour réussir ce projet, ça ne suffit pas seulement de bâtir et des infrastructures, etc., mais il faut prendre soin justement des ressources humaines qui est l'élément clé de la réussite de ce projet. Moi, personnellement, en tant que médecin exerçant en privé, j'ai du chagrin aujourd'hui. J'ai beaucoup de chagrin que le citoyen tourne à travers les hôpitaux, tourne à travers les centres de santé et qu'il trouve donc ces lieux vraiment désertiques, alors qu'au lieu que ce désertiques parce que le personnel est en grève. Donc vous pensez que finalement les patients marocains vont se tourner vers le privé? Écoutez, moi je vais vous dire un chiffre. De toute façon, sans grève, le secteur libéral, il couvre 75% des prestations au niveau national. Ça, c'est des chiffres qui sont connus.
On a le même nombre de médecins, par exemple. Donc il y a 14 000 en privé, il y a 14 000 dans le secteur public. Et c'est 75%, donc c'est le secteur libéral qui les couvre, à travers une couverture sociale généralisée qui n'est pas équitable. Qui n'est pas équitable, pas pour nous, mais pour les citoyens qui payent de sa poche 54% des frais de prestation. Donc, pour expliquer mieux, donc selon une tarification nationale de référence, par exemple, et selon une assurance maladie, donc on a maintes fois incité le gouvernement à s'asseoir autour d'une table, justement pour solutionner ce problème, pour ne pas laisser le citoyen payer de sa poche et parfois... Donc, bon, laisser le citoyen payer de sa poche, et la tarification nationale de référence pourrait aussi réguler un peu la tarification. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un côté, il y a les médecins aussi, pas tous, je ne généralise pas, mais certains qui appliquent les tarifs qui leur semblent justes pour leurs prestations, on va dire. Ben, je vous répondre franchement. Vous savez que pour le problème de la tarification, il y a un libre choix du patient envers son médecin. Donc le médecin, il peut appliquer donc, sa tarification librement. Donc, ouais. Mais... Donc il va payer de sa poche, mais le médecin aussi... Pour ne pas être dans le confus. À maintes fois, on demande au gouvernement, et ça je le signe avec 4 traits. Venez et réviser la tarification nationale de référence qui n'a pas été révisée depuis 2016. D'accord. Donc depuis 2006. Depuis 2006, et normalement, tous les 3 ans, il devrait avoir une révision, avec bien sûr la nomenclature du geste professionnel. Maintenant, le secteur vit un problème, aussi bien le secteur privé que le secteur public. Les étudiants en grève, moi je pense à mon avis... Nous y arriverons, mais vous pensez que l'impact, est-ce qu'il sera senti? Répondez à cette question qui est très importante. Est-ce qu'il y aura un impact de cette grève sur le parcours des soins des Marocains aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un parcours de soins d'abord? Est-ce qu'il y a un parcours de soins? Donc je vous dis, est-ce qu'il y a un parcours de soins? Le parcours de soins, on l'avait étudié en réunion successive avec l'Agence nationale l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie, bien sûr, qui est chapeautée sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé. Et on avait participé activement avec les autres secteurs, en particulier les pharmaciens, mais aussi la médecine dentaire, justement pour discuter du parcours de soins qui est noté noir sur blanc sur la loi 0622, le parcours de soins qui doit être normalement, qui doit être respecté. Donc, en passant par le médecin de famille, les spécialistes, dispatcher un petit peu les différentes spécialités pour qu'il y ait un accès facile du patient au niveau de toutes les structures, que ce soit public ou privé. Maintenant, il y a une loi cadre qui est sortie, c'est 0622. La dernière réunion qu'on avait entamée avec Monsieur le ministre, c'était en mars 2022. Ça, c'est la dernière réunion. Et concernant la TNR, la tarification nationale de référence. Écoutez, quand on parle, par exemple, de la santé, on parle du privé et du public. Parce que mais juste par rapport à cette réunion, je précise juste pour nos téléspectateurs que cette réunion a porté essentiellement sur ces tarifications nationales de référence, n'est-ce pas? C'était en mars 2022. C'était en mars 2022, effectivement. Donc jusqu'à présent, donc, on n'a pas vu grand-chose sur cette tarification nationale de référence. Le prétexte était que cette tarification nationale de référence va un petit peu nuire aux équilibres des caisses gestionnaires. Moi, je peux vous dire des chiffres, si vous voulez. Les dépenses globales de la santé au niveau marocain, au niveau du Maroc, 33% de la dépense, des dépenses globales, c'est l'hospitalisation. 33%, c'est le médicament. La consultation ou la prévention n'excède pas 3,7%. Alors, imaginez-vous, avec cette tarification nationale de référence, 90 dirhams pour le médecin généraliste et 150 dirhams pour le médecin spécialiste, est-ce que ces 3,7% va influer négativement sur l'équilibre des caisses? Est-ce que le médecin généraliste fait payer à 80 dirhams aujourd'hui? Non, on est payé à 200 dirhams. On est payé à 200 dirhams et on a incité. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire un truc très, très simple. Vous savez que le coût de vie a augmenté. Il a beaucoup augmenté, il a triplé. Alors, est-ce que vous imaginez... Mais à quoi sert une tarification nationale de référence si on ne la respecte pas? Est-ce que si, par exemple, elle est revue, elle va être respectée, même si on sort un peu de notre sujet principal aujourd'hui, mais encore faut-il qu'elle soit respectée par tous les médecins. Je ne généralise pas encore une fois, mais je dis, voilà, c'est un constat. Moi, je vais vous dire une chose. Inciter le gouvernement à signer avec nous et mettre à jour cette tarification nationale de référence et cette nomenclature qu'on attend depuis longtemps. Ce n'est pas pour défendre le médecin, c'est pour défendre le citoyen. Parce que le médecin, il a cette tarification, donc c'est légal.
Le médecin est un citoyen aussi. Non, mais c'est légal. C'est légal. C'est-à-dire il n'y a pas une loi, une tarification. On n'est pas comme des commerçants, donc la tarification, le médecin généraliste, voilà, etc. Il y a une entente directe entre le patient et le médecin. Ça, c'est la loi. Donc, vous pouvez consulter le conseil de loi. Ça, c'est la loi. Donc, cette tarification, après, il y a la loi, l'application de la loi. Un cadre de convention. C'est un cadre de convention. Donc, celui qui signe la convention, donc, il est obligé de respecter cette tarification. Mais celui qui ne veut pas adhérer à cette convention, il n'a qu'à désister de cette convention, il applique la tarification qui est normale, donc qui est raisonnable. Est-ce que, du coup, vous confirmez que finalement, le privé profiterait de cette grève si elle s'allonge? Est-ce que vous connaissez bien le privé? Est-ce que vous connaissez ce qu'a rapporté la loi? Je pose juste une question. Vous me répondez par une autre question, docteur Benboujida. La loi 131/13, quand on était... Vous savez que notre syndicat a 60 ans d'âge. Il a participé activement à la mise à niveau du Conseil national de l'ordre à travers la loi 08/12. Et il a participé aussi activement il a été contre cette loi 131/13 pour la simple raison qu'elle doit respecter une démocratie territoriale sur tout le royaume et les investissements doivent être faits dans les zones qui sont lointaines, des grandes zones de Casablanca, Rabat, etc. Maintenant, il y a un grand problème qui se pose. Il y a les grandes structures qui sont actuellement en train de se développer. Ça, c'est bien, c'est une très bonne chose pour l'investissement, pour l'amortissement, etc., pour l'investissement du pays. Mais il y a une très grande partie des médecins qui ne travaillent pas bien. Ça, je vous le dis. Et je sais ce que je dis. Pourquoi? Parce que ces grandes structures, ils ont un petit peu phagocyté pratiquement 80% des patients. Et ça, je le dis. Et les médecins, la majorité des médecins, donc, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas comme avant. Autre chose, c'est que à peu près 3% des maladies graves, 3% des malades graves, ils consomment à peu près plus que 80% du budget général. Je parle des maladies graves. Alors que la prévention ne fait que 3,7%. Alors, si vous demandez à un médecin qu'est-ce que vous faites, etc., donc nous, on ne veut pas que le médecin demain travaille comme un salarié. On veut que le médecin soit, bien sûr, et travaille dans des conditions performantes. Mais qu'est-ce qui empêche le médecin de travailler dans ces structures? Écoutez, il y a beaucoup de problèmes. Moi, j'espère, j'aurais voulu que vous invitiez quelqu'un du Conseil national de l'ordre, que vous invitiez aussi à quelqu'un du ministère de la Santé, etc. C'est Benboujida, attendez. C'est pas faute d'avoir contacté tous ces organes que vous venez de citer. Nous sommes dans une émission où nous tenons à l'équité et nous tenons à ce que tout le monde, toutes les parties prenantes soient représentées, quitte à même dépasser le nombre d'invités. Moi, j'avais le courage de venir et de discuter avec vous et je suis devant vous. Mais c'est tant mieux, je veux dire, c'est tout en votre honneur. Mais après, moi, je ne peux pas obliger non plus les gens à venir s'exprimer. Voilà, c'est la réalité. Je vais vous dire la réalité, ce qui se passe. Voilà, professeur Heikel, on parlait justement de l'impact du mouvement social. On parle aussi beaucoup plus en profondeur sur... est-ce que la confiance, elle peut être aujourd'hui rétablie? Écoutez, la confiance doit être vraiment rétablie, c'est crucial. D'abord, c'est crucial pour, comme l'a dit Dr Benboujida, pour le chantier royal de la refonte du système de santé, parce que dans les 4 piliers, je le rappelle, et encore une fois, pour rester dans le thème de votre émission, un des piliers cruciaux, c'est le capital humain. Et aujourd'hui, le capital humain, aussi bien les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, professions paramédicales, si ce capital humain n'est pas mieux réparti, valorisé à les conditions de travail, mais également évalué dans le bon sens, eh bien, la refonte aura de sérieux soucis pour atteindre ces objectifs. Et malheureusement, quand il n'y a pas une communication, eh bien, malheureusement, il y a des tensions et la confiance met beaucoup de temps à se mettre en place. Quand il y a une perte de confiance, eh bien, il ne peut plus y avoir de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas de concertation, eh bien, les objectifs vont diverger. Même si nous tous, on a des objectifs pour le bien commun, c'est-à-dire, c'est quoi le bien commun à tous? Eh bien, les professionnels de santé participent à ce bien commun parce que ce sont les producteurs de soins. Dans les gens qui sont responsables de la gestion des politiques publiques,
eh bien, ça posera un sérieux problème. Et j'invite vraiment tout le monde à rétablir cette confiance, à s'écouter mutuellement, à ajuster le tir quand on se trompe. Il n'y a pas de honte à se tromper et rester obstiné lorsqu'on se trompe. On a le droit. À qui et à quelle situation faites-vous référence, professeur Heikel, quand vous dites qu'il faut avouer quand... Oui, juste peut-être, ouais, d'une manière un peu plus transparente et claire, qui s'est trompé sur quoi? Ben, écoutez, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsque le dialogue est fermé, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, c'est que manifestement, une des personnes a mal transmis ou l'autre a mal compris, ou peut-être une s'est trompée dans son appréciation des choses. Non, mais comment on peut se tromper sur l'appréciation quand on dit... Si Heikel, alors, justement, par rapport à la gestion de l'exécutif, disons les choses clairement, en parlant de la gestion de l'exécutif de cette crise, l'exécutif justifie sa position parce que c'est ce que reprochent les syndicats. Il y a eu un accord, une augmentation générale forfaitaire de 1 200 dirhams pour les professionnels de santé, l'amélioration des conditions de promotion, l'adoption d'une formule plutôt optimale de calcul des indemnités d'astreinte, bref. Beaucoup d'indemnités dans tout ça, l'octroi d'années supplémentaires à certaines catégories de cadres. Alors, pour le ministère, ou en tout cas pour l'exécutif, ils ne sont pas dans le tort, puisqu'ils justifient leur position, ou la position du gouvernement, en affirmant que, je cite, ces accords ne sont pas contraignants, car ils ont été signés uniquement par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Oui, mais encore une fois, il y a deux aspects, hein, et je vous remercie d'insister là-dessus. Il y a un aspect des accords et il y a la mise en œuvre de ces accords et dans les délais impartis. Ouais. Lorsque la mise en œuvre ou dans les délais impartis ils ne sont pas respectés par l'une des parties, eh bien, il peut y avoir, malheureusement, dans certaines situations, une perception que quelqu'un n'a pas respecté les engagements. Et c'est pour ça que l'écoute est nécessaire et la communication est nécessaire, parce qu'il ne suffit pas de signer des accords, il faut les mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, des fois, demande du temps. Et si on n'est pas d'accord sur les délais, ça crée des problèmes. Et c'est ce qui arrive. Encore une fois, je ne peux pas parler au nom du syndicat, ni au nom des décideurs. Ce que je peux dire, c'est que simplement, si la situation a été tendue, c'est que la perception était différente, c'est que les délais n'ont pas eu la même perception et que la mise en œuvre n'a pas été également faite d'un commun accord dans les timings et dans les délais qui étaient, à mon sens, accordés par les uns et par les autres. Exact. Bon, alors, au lieu des augmentations prévues dans l'accord de janvier de 1 500 dirhams pour les infirmiers, les professionnels de santé, 1 200 dirhams pour les administratifs et les techniciens, ben, ce sera 1 000 dirhams pour tout le monde. Ça a été annoncé, encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui, à l'issue du Conseil du gouvernement, donc 2 décrets qui ont eu le feu vert de ce Conseil du gouvernement en ce jeudi. C'est, entre autres, cette augmentation en 2 parties, en juillet 2024 et en juillet 2025. Un commentaire, Dr Benboujida. Un commentaire, c'est que cet engagement de la part du gouvernement, parce que le problème qui se pose actuellement, donc monsieur le ministre de la Santé, que je remercie de ce plateau, donc il collabore avec tout le monde, en particulier avec le secteur libéral, mais ce n'est pas à lui seul de prendre la décision. Il y a l'attribution aussi du ministère des Finances. C'est extrêmement important parce que quand on fait des réunions avec des syndicats, par exemple, en l'absence d'un représentant du ministère des Finances, parce que c'est lui qui a le cachet financier, alors là, ça commence un petit peu à faire tarder les choses, etc. Et je crois que le problème qui a tardé la tarification nationale de référence, aussi bien que cette décision du Conseil du gouvernement pour les salariés enfin, du ministère de la Santé, il faut quand même qu'il y ait une clarté dans le discours politique. Ce discours politique, pour nous, il est un petit peu flou, je vous le dis franchement. Donc, quand on discute avec les responsables, en particulier la CNSS, nous, on n'a rien à faire avec la CNSS, parce qu'elle est sous la tutelle du ministère des Finances. Et le ministère des Finances, donc, il est membre du gouvernement.
Alors, ce gouvernement, il doit, parce que quand même c'est un projet royal, tous les Marocains, tous les médecins sont derrière Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et on est là pour contribuer au développement, vrai développement de notre pays. En particulier la santé, l'éducation nationale, donc et par conséquent, il y a à travers la loi 4-06-22, les groupements sanitaires territoriaux à la haute autorité de la santé. Parce que la gestion financière et administrative et de fonctionnement, tout va changer lors de la création de ces structures. Ces structures, peut-être qu'ils vont remplacer le ministère, pas remplacer le ministère de la Santé, mais ils vont y avoir une gestion autonome au niveau de la haute autorité de la santé, et même le personnel, donc les médecins par exemple, les personnes peut-être ils vont être attribués à ces groupements sanitaires territoriaux, mais aussi à la haute autorité de la santé. C'est comme les communes. Les communes, on a créé ce qu'on appelle les sociétés de développement local. Et il y avait des personnels, par exemple de la commune, qui avait au niveau qui était au niveau de la commune, et ce personnel, ils l'ont attribué à la société de développement local. C'est elle qui gère tout ça. Moi, J'imagine que ces groupements sanitaires territoriaux, ou plutôt la haute autorité de la santé, c'est un petit peu la décongestion nationale, c'est-à-dire pour ne pas centraliser tout ça à Rabat, mais plutôt il faut y avoir une politique propre à chaque région à travers ces groupements sanitaires territoriaux et à travers cette haute autorité de la santé qui est notée sous la loi 06-22, justement pour assurer une très bonne gouvernance, aussi bien privée que publique, pour contrôler toute activité de santé et pour contribuer à la réussite de ce grand projet de couverture sociale généralisée. Moi, je ne comprends pas et je ne vois pas comment ce secteur de la santé publique, en particulier les ressources humaines, puisse être bénéfique et travailler dans de très bonnes conditions si on ne prend pas en charge et encourager ce personnel. Parce que vraiment, si vous faites la comparaison entre le Maroc et les autres pays, par exemple la France, un médecin généraliste, par exemple, il touche entre 6 000 à 7 000 euros par jour. Donc, si on compare le salaire d'un infirmier ou d'un médecin, par exemple, à l'étranger, par rapport au coût d'achat, qui parfois est plus cher au Maroc qu'en Europe, ça, je peux vous le garantir, alors là, ça devient un problème. Là, vous parlez du médecin du privé. Je parle même du médecin du public. Parce que, écoutez, pourquoi le médecin du public migre vers le privé ? Et pourquoi il ne veut pas travailler ? Il veut travailler, mais seulement, il n'est pas motivé sur le plan financier. Oui, mais c'est normal. Après, il est tellement motivé sur le plan financier que parfois, et je ne généralise pas, certains médecins ont recours à des pratiques peu conventionnelles, en demandant du noir avant une opération. Ça, je peux vous répondre. C'est des réalités marocaines. Écoutez, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Mais ce n'est pas encore notre sujet, encore une fois. Mais je vous laisse quand même réagir par rapport à cela. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez un médecin de la santé publique qui a une charge des enfants, il doit payer l'école, il doit aller... Je ne parle pas du public, je parle des médecins dans les cliniques privées. Je parle des médecins dans les cliniques privées, mais ce n'est pas notre sujet. Et je ne généralise pas. Il y a encore... Écoutez, s'il vous plaît. Moi, j'ai passé... Il faut que ce soit régulé et que la régulation s'applique pour tout le monde. Je veux dire par là que le médecin ou le prestataire de la santé au niveau public, s'il n'est pas motivé, il y aura des carences, il y aura des déficiences. Voilà ce que je veux dire. Mais les médecins, et puis ça commence aussi sur les bancs de la faculté de médecine, et ce qui nous mène aussi à notre second sujet, mais les deux sujets sont très liés. Vous avez parlé tout à l'heure d'un manque de communication. D'ailleurs, même le ministre de la Santé et de la Protection sociale l'a affirmé. C'était à l'issue de sa rencontre avec les parlementaires hier, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur. Il avoue qu'il y a un problème de communication. Donc, est-ce que c'est un problème de communication ? C'est un dialogue de sourds parce que là, encore une fois, comme on rejette, les accords ne sont pas contraignants, ils ont été déjà signé uniquement par le ministère de la Santé, de la Protection sociale. Là encore, sur le dossier des étudiants, professeur Haikal, vous êtes professeur de médecine justement, le gouvernement rejette la responsabilité sur les étudiants. Bon, est-ce qu'on est face à une impasse tant que chacun campe sur ses positions ? Parce qu'on a l'impression que depuis 7 mois, c'est un peu la même chose qui se répète. Non, c'est eux les fautifs, et puis ils nous ont promis, et non, on n'est pas d'accord, et non, ils ne sont pas objectifs. Jusqu'à quand ? Est-ce que vous avez senti hier dans les déclarations, je suis sûre que vous les avez suivies, du ministre de l'Enseignement supérieur, ou encore celui, parce que les deux se sont exprimés, ou encore celui de la santé, est-ce que vous avez senti que
on pourrait éventuellement aspirer à un accord ou à une sortie de crise, au moins pour sauver l'année? Mais écoutez, d'abord, c'est crucial et fondamental. Je l'ai déjà dit, il est crucial qu'il n'y ait pas une année blanche. Il est crucial de sortir de la crise. Je le dis, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Je crois qu'il y a, en dehors du problème de communication, il y a une problématique cruciale qui est celle de l'argumentaire. Quand on a un projet et qu'on a des objectifs et les objectifs sont communs, je n'ai pas de doute que le ministère de l'Enseignement supérieur, celui de la Santé et les étudiants ont un objectif commun, c'est-à-dire améliorer la qualité et l'accès des services de santé aux citoyens, être performant et également que notre système de santé puisse être le plus équitable, de Tanger à El Gouira. Donc ça, c'est l'objectif, tout le monde est d'accord. L'enjeu, où est-ce qu'il est, c'est que la méthode pour arriver à l'objectif, ils ne sont pas d'accord. Et encore une fois, personne n'a raison et personne n'a tort, mais néanmoins, il y a des problématiques d'argumentaire. Encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'enjeu n'est pas la durée. La durée, c'est un outil. Ce n'est pas la durée. L'enjeu pour former un très bon médecin marocain par rapport aux besoins de santé des Marocains et que cette qualité de formation de la médecine marocaine qui est reconnue partout dans le monde reste reconnue par rapport à un diplôme de doctorat national, comme les autres doctorats nationaux, qui sont reconnus par rapport à une législation marocaine qui est souveraine. Et deuxièmement, comment assurer la qualité de la formation dans sa dimension et dans sa dimension de terrain, c'est-à-dire hospitalière, de stage, dans les structures qui sont agréées ou accréditées pour accueillir des étudiants en formation, et qu'est-ce qu'on va leur donner comme type de formation et d'encadrement pour répondre à cet objectif final. Et là, la méthode, manifestement, il n'y a pas d'accord sur la méthode pour aboutir aux objectifs qui sont communs et qui sont acceptés par tout le monde. Et c'est pour ça que je dis qu'il est fondamental, au dehors de la communication, d'avoir les arguments nécessaires. Et je le répète encore une fois, ce n'est pas une question de qui doit gagner et qui doit perdre, ou qui commande et qui doit s'exécuter. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter une année blanche et pour faire en sorte que nous ayons une formation de qualité reconnue par le médecin marocain et que cette formation serve pour la santé des Marocains et des Marocaines. Cette formation, elle inclurait la 7e année ou pas, pour être clair, professeur Heikel? Moi, je suis très clair. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il est important qu'il y ait 6 ans. On peut maintenir 6 ans académiques tels que le souhaite le gouvernement, parce que le Maroc est un pays souverain, mais rajouter une année de ce que j'appellerais le clinica, c'est-à-dire une année de formation hospitalière qui serait importante pour pouvoir donner des soins de qualité. Les médecins qui souhaitent garder donc 6 ans académiques pourraient faire de la prévention, de l'éducation pour la santé et de la vaccination ou de l'éducation pour la santé, mais l'activité hospitalière ou de clinique ou de cabinet médical ou de centre de santé pour les soins nécessiterait, à mon avis, et je peux me tromper, une 7e année de formation pratique pour donner tous les outils à ce médecin pour faire de la bonne santé. Je n'ai rien inventé. 90% des pays développés et 100% des pays du G7 et du G20 appliquent au moins 8, 9, voire 10 ans pour être docteur en médecine générale ou en médecine de famille. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait évoqué, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, si Heikel. Le ministre de l'Enseignement supérieur, pas plus tard qu'hier, a comparé ou a cité l'exemple de la France qui appliquerait, selon lui, justement aussi ce système de 6 ans. C'est 8 ans. 6 ans plus 2 ans d'internat. Non, je m'excuse, la France... Pour être docteur en médecine générale, c'est 10 ans. 10 ans, c'est Avant, 8 plus c'était 2. 9 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est 10 ans. C'est 6 ans de formation académique. Et avant, c'était 3 ans pour être docteur en médecine générale. Oui. Là, c'est 10 ans, c'est-à-dire 6 plus 4. Donc, la France, c'est 6 ans académiques, mais vous n'êtes pas docteur en médecine générale. Je le répète. En Espagne, c'est 6 ans d'académique, mais vous faut terminer
votre formation pour être docteur en médecine générale, parce que la médecine générale est considérée également comme une spécialité. Alors, aux États-Unis, c'est minimum 8 ans, la même chose au Canada, et la même chose dans tous les pays développés. Juste alors revenons peut-être au Maroc. On a 25 000 étudiants en médecine, docteur Benboujida, 6 000 grévistes. Le Maroc a besoin de 34 000, bon, c'est juste des chiffres. 32 000. Bon, 32, 34 000, bon, ça c'est les chiffres du ministère. Le nombre de lauréats ne dépasse pas les 1600 chaque année. Et avec l'essentiel des étudiants qui ont boycotté la deuxième session, est-ce qu'on se dirait, de manière très réaliste, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers l'année blanche? Attendez. D'abord, il faut faire un diagnostic précis. Pourquoi il y a ce boycott? Est-ce que vous avez parlé aux étudiants? Oui, bien sûr. Il y avait plusieurs réunions avec les étudiants. Oui. Il y avait des réunions avec le ministre de la Santé, il y avait des réunions avec, pas avec le ministre de Non, le ministre de l'Enseignement supérieur ne veut pas les voir. Mais il y avait une réunion avec le porte-parole du gouvernement, avec Sibaitas. Et le problème, il y a 3 problèmes essentiels. Le premier, c'est les stages. Parce qu'il y a un nombre important d'externes et d'interexternes autour des stages et les médecins se sont gênés. Et ce militisme, il commençait depuis 2016. Là où il y avait l'université de médecine privée, donc vous vous rappelez, donc ces jeunes médecins avaient des problématiques d'intégrer au stage, et il y avait un problème entre ceux du privé etc. et ceux des facs publiques. Donc, mais c'est pas ça le problème. Donc le problème donc il y a 3 problèmes. Il y a le problème des stages, il y a le problème des conseils des étudiants des universités, des facultés de médecine, donc ils les sont annulés, donc ils ont annulé ces conseils. Et il y a le décision du ministère, rappelons-le. Décision du ministère. Et il y a un problème du nombre d'heures ou le volume d'heures de formation. Maintenant, quand on prend une décision au niveau du gouvernement, il faut que ça se prenne de façon très progressive. On ne peut pas quand même inventer une réforme de ce système académique. Il y a un cahier de charges pédagogique, vous le savez. Mais il faut discuter avec les académiciens, les enseignants. Il faut discuter aussi avec un débat politique pour justement et se comparer aux autres pays pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est pas en train de trop se politiser justement ce débat avec l'opposition qui se retire de la session des questions orales parce que le ministre de l'Enseignement supérieur... Est-ce que c'est pas en train de se politiser, trop se politiser? Non, c'est pas un problème de politiser, c'est un problème propre aux étudiants. Nous aussi, on était étudiants. Moi, j'ai passé l'année blanche à Casablanca. Vous vous rappelez de l'année blanche, je crois, c'était en 1980. Je n'étais pas encore née. J'ai passé l'année blanche l'année. Et le problème, pourquoi ça n'a pas abouti? Ce n'est pas parce que les étudiants ne voulaient pas. Donc, ils sont très conscients, ils veulent passer leurs examens. Mais ils demandent un PV parce que c'est un problème de confiance entre le gouvernement et ses étudiants. Mais c'est ça le problème. Pourquoi ça n'aboutit pas? Ça n'aboutit pas parce qu'on s'est réunis dans un cadre officiel et quand on demande aux instances de signer un PV pour qu'il n'y ait pas d'autres décisions qui vont venir par la suite, on ne signe pas ce PV. C'est pour cette raison que ces étudiants, à peu près, ils sont attachés à ce problème du boycott. Vous savez, je vais vous donner des chiffres. Donc, ils ont, pour les gens qui se sont inscrits, qui ont 7 ans, c'est 4 800 heures de formation. Pour les nouveaux qui se sont inscrits, c'est 3 900 heures de formation. C'est 900 heures de différence. 900 heures de différence. Donc ces étudiants... C'est quoi 900 heures quand même? 900, c'est 900 heures. On peut poser la question à ces étudiants, il le connaît très bien. Qu'on comprenne que ces étudiants, est-ce que selon vous, pour être encore une fois directe, est-ce que selon vous, cette revendication, notamment sur le cursus à 6 ans, est-ce que selon vous, elle est justifiée? Ou elle est subjective comme l'avancerait la tutelle et notamment les 2 ministres qui répondaient hier aux questions. Selon vous, est-ce que vous pensez que le cursus à 6 ans est justifié? Il est justifié si le cahier de charges pédagogique respecte les normes internationales en matière de formation. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas un problème de nombre d'heures. Mais cet étudiant, par exemple, en médecine, on doit lui apprendre tous les gestes, enfin la médecine, donc la pathologie, la sémiologie, l'anatomie, etc., etc. Donc les enseignants en médecine, donc ils savent, ils peuvent vous répondre sur ce sujet. Alors, que pensez-vous que quand les statuts des résidents unifiaient la durée d'engagement réduite de 8 à 3 ans?
Et oui, tu as 3 ans, donc c'est un contrat. Donc avant, il y avait, c'est-à-dire les gens ne passaient pas de service civil. Maintenant, pour que vous soyez médecin, pour que vous soyez spécialiste, vous devez automatiquement passer signer un contrat de 3 ans pour justement justifier cette formation que l'État, etc. Donc ça, c'est pas ça le problème. Les médecins, ils acceptent, j'en suis sûr. Mais le problème, comme je vous ai expliqué, c'est qu'il y a des petites choses, peut-être à travers une communication. Ce qui manquait, c'est l'engagement. Et l'engagement, ces étudiants, ils veulent que ça soit écrit. C'est ça le problème. J'en suis sûr que s'il y avait une communication avec un engagement et qu'ils sentent quand même, mais ils sentent quand même que les choses vont aller positivement, j'en suis sûr qu'ils vont. Mais je suis vraiment désolé à ce que ces examens ne se passent pas. Parce que, d'abord, c'est une perte pour la nation. Et le zéro le zéro, c'est parmi les revendications. Le zéro qui est maintenu. Écoutez, c'est le zéro qui est maintenu pour les étudiants qui ont fait grève et qui ont boycotté la première session. Des étudiants m'ont dit qu'une réunion avec un responsable du gouvernement a dit que ce zéro va être annulé. Oui, mais ça n'engage que lui. Mais pourquoi je vous dis qu'il faut un engagement écrit? Il demande un PV, tout simplement. Il demande un PV. Moi, je ne défends pas les étudiants. Au contraire, moi, je veux que ces étudiants passent leur examen. Que pensez-vous de la médiation parlementaire? Est-ce que vous pensez que la médiation parlementaire pourrait réussir là où le gouvernement a échoué? Parce que ce n'est pas officiel, mais cet après-midi se sont tenus au Parlement avec les groupes de la majorité et de l'opposition et les représentants des étudiants en médecine. Une réunion, appelons-la ainsi. Vous pensez que les parlementaires vont réussir là où l'exécutif a échoué? Les parlementaires, il y a des parlementaires de la majorité. Oui, et de l'opposition, les deux. Et de la majorité. Oui, ils ont quand même une influence sur le gouvernement. Donc, comment le gouvernement est fait? C'est à travers cette majorité donc, que ce gouvernement est fait. Donc, un gouvernement, ce n'est pas seulement c'est-à-dire le gouvernement exécutif. C'est le gouvernement exécutif et la majorité qui donne comment dirais-je, un truc politique pour la nation. C'est-à-dire, ce problème, il devient vraiment national. Et c'est vraiment gênant pour nos enfants. Quand même, ça reste des enfants. Et il faut sauver cette année. Comment pensez-vous qu'on puisse sauver cette année? Est-ce qu'il faut repasser l'examen pour ceux qui ont eu zéro? Quand même. Donc, je ne dis pas que les étudiants, peut-être, donc, ils ont beaucoup de revendications, mais les revendications essentielles, il faut qu'il y ait une entente. Parce que ces étudiants, c'est des Marocains quand même. Ben oui. C'est des Marocains, ils ne veulent pas que l'année comme ça passe blanche. Professeur Haïkal, justement, vous êtes professeur de médecine. Les sanctions contre les étudiants grévistes maintenues pour ceux qui ont eu zéro à la première session. Et là, on parle de 94-11. C'est la Commission nationale des étudiants en médecine dentaire et en pharmacie qui l'a confirmé hier dans un communiqué. Donc 94%, c'est énorme. Hein, des étudiants en médecine auraient, selon cette commission des étudiants, auraient boycotté les examens du second semestre de l'année universitaire en cours. Très sincèrement, est-ce que vous pensez qu'elle est sauvable? Si oui, comment? Oui, écoutez, d'abord, je vous reconfirme qu'en Espagne, ce n'est pas 6 ans, c'est grado de medicina en 6 ans et qu'on est docteur en médecine générale au bout de 9 à 10 ans. Ça, je vous le confirme. Je viens de parler à des collègues du ministère en Espagne. Donc, voilà. Donc, je vous confirme que ce n'est pas 6 ans. Alors, pour revenir donc, vous confirmez que le cursus à 6 ans, vous n'en êtes pas non plus très convaincu. Il vous donne diplôme de médecin, mais pas de doctorat en médecine dans les pays européens. Ça, c'est un problème. Hein. Oui, après, nuance. Ça, c'est un problème. C'est quoi si vous avez un diplôme de médecine, mais vous n'êtes pas docteur, sert à quoi le diplôme, finalement? Écoutez, vous allez si vous voulez faire une spécialité à l'étranger, c'est un autre problème. Hein. Oui, bon. Alors, en tout cas, professeur Haïkal, les étudiants, parlons de ces étudiants, ils se comptent en milliers, hein, entre ceux qui ont eu le zéro, ceux qui boycottent la deuxième session. Oui. J'ai à cœur que les étudiants reviennent à la fac. Je crois que c'est notre avenir, les étudiants. C'est l'avenir de notre système de santé. Il faut aussi, bien sûr, ils doivent écouter les préoccupations du gouvernement, mais il faut également qu'on écoute les étudiants. C'est important. Ils ont beaucoup de revendications qui sont légitimes. Il y en a d'autres sur lesquelles... Quelles sont selon vous, celles qui sont légitimes et celles qui sont subjectives?
Écoutez, il y a encore une fois, ce qui est légitime, c'est de demander une formation complète qui me permet d'être un docteur en médecine, qu'on a un doctorat national marocain, pouvoir soigner les Marocains. Ce qui est légitime, c'est que j'ai une formation hospitalière de qualité, bien encadrée dans les structures qui sont adaptées, qu'elles soient publiques ou autres, décidées par l'État. Le troisième revendication, c'est quand il s'agit de changements majeurs concernant un parcours, qu'il y ait important qu'on puisse le préparer de telle sorte que les étudiants puissent y adhérer, le comprendre. Et évidemment, je reste convaincu que l'académique, c'est entre les mains des professeurs, des doyens, etc. Mais néanmoins, quand on veut appliquer une réforme, c'est important que ceux qui vont la vivre puissent être convaincus, qu'on leur explique et qu'on prenne le temps de leur dire l'intérêt, etc. Je crois que ce n'est pas de la perte de temps. Vous pensez quoi de la médiation parlementaire? Est-ce qu'elle pourra faire gagner du temps? Est-ce que les parlementaires, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Dr Benboujida, vont réussir là où l'exécutif a échoué, à savoir trouver une issue à cette impasse? Parce qu'il y a eu une réunion aujourd'hui entre les groupes parlementaires et les étudiants. Oui, je crois que c'est important que les groupes parlementaires de la majorité et les groupes parlementaires de l'opposition, c'est pour moi un sujet où il ne doit pas y avoir de majorité et d'opposition. Ils doivent avoir une seule force dans l'intérêt des étudiants, du système de santé, du citoyen et du pays. Il ne doit pas y avoir de majorité et d'opposition. C'est un sujet trop important et que tous les groupes parlementaires, ils ont un rôle important et je suis sûr qu'ils peuvent influencer. Je suis sûr qu'ils peuvent jouer un rôle constructif. Je crois dans le travail parlementaire de la majorité et de l'opposition et j'espère encore une fois que ce n'est pas dans une perspective de vainqueur-vaincu, mais dans une perspective d'écoute, de réajustement nécessaire lorsque c'est dans l'intérêt du bien commun et de changement parfois ou encore une fois de réaménagement donc des choses lorsque c'est nécessaire. Il ne faut pas perdre cette année, ce n'est pas encore trop tard, c'est vrai que la situation mais enfin, est compliquée. Professeur Heikel, vous dites qu'il n'est pas trop tard. Sur quelle base? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard aussi pour les étudiants qui ont été sanctionnés d'un zéro parce qu'ils ont boycotté la première session? Que dire de la deuxième session qui aurait été boycottée avec la majorité écrasante des étudiants? Est-ce que, de manière très réaliste, Sia Heikel, je sais que vous aimez le réalisme tout comme moi d'ailleurs, est-ce qu'on est sûr de ne pas perdre cette année? Il y a peut-être des parents qui nous regardent aujourd'hui. Et si cette année est perdue? Non, moi je ne veux pas qu'elle soit perdue et j'y crois encore. Oui, mais personne ne le veut, bien évidemment. Oui. En septembre. Oui, en septembre, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette année, pour ne pas tomber dans l'année blanche? On peut déjà, juillet, août et une partie de septembre. Rattraper des stages hospitaliers. Exact. On peut, fin septembre, repasser les examens. On peut également revoir cette notion d'examen et qu'en octobre, nous tous, on ait pu rattraper avec le temps nécessaire, les enseignants nécessaires, les doyens, les cours, tous ensemble. Il n'est pas trop tard. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Si demain, on règle cette affaire, on peut d'ici la première semaine d'octobre, avant le deuxième vendredi d'octobre, avant l'ouverture du Parlement, eh bien, on peut sortir de la crise sans vainqueur, sans vaincu, dans l'intérêt des étudiants, du système de santé, des citoyens et de la population marocaine. Là se pose la question de la tutelle. D'abord, qui est responsable de ces étudiants? C'est l'enseignement, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, mais indéniablement, il y a une responsabilité un peu indirectement aussi du ministère de la Santé. Est-ce qu'il y a eu une... Moi, j'irai plus loin. Vous iriez plus loin. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement, c'est le chef d'orchestre, c'est le leader de l'action gouvernementale. J'espère et je crois que c'est un homme de dialogue et qui va vouloir également régler ce problème. Je crois qu'avec les ce sont des hommes qui ont à cœur leur pays, qui ont à cœur les enjeux. Et si tous les trois, sous le leadership du chef de gouvernement
ils travaillent sur ce dossier. Encore plus, je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il faut encore aller plus loin parce que cette crise, je vous le dis, si elle ne s'arrête pas maintenant, malheureusement, la suite des événements avec la rentrée universitaire, avec les concours qu'on va passer en juillet pour les futurs étudiants en médecine, ce n'est pas une ambiance qui est sereine. Nous avons besoin de sérénité, on a besoin de calme, on a besoin d'un bien commun parce qu'il y a un objectif commun de santé de la population. Gardons ça à l'esprit, encore une fois, et pas d'enjeu politique, pas d'enjeu personnel. Il est important que chacun, aussi bien les étudiants que le gouvernement, puisse être à l'écoute de l'autre et dire on ne sort pas d'ici, on ne sort pas de la table de dialogue jusqu'à une solution commune, acceptable par tous. Merci beaucoup. C'est sur ce message empreint d'ailleurs d'optimisme et aussi peut-être d'une lueur d'espoir de sortir de cette impasse qui, encore une fois, je le rappelle, ce sont des milliers d'étudiants en médecine qui sont concernés et aussi à cette impasse et cette crise avec le personnel soignant. Peut-être que l'augmentation de cet après-midi, annoncée cet après-midi par le porte-parole du gouvernement à l'issue du du conseil du gouvernement de l'augmentation de 1000 dirhams pourrait apaiser les tensions qui arrivent vraiment, qui culminent ces derniers temps sur un secteur, comme vous le disiez, qui est vital non seulement, et sur un secteur qui est en pleine réforme pour cette généralisation de la protection médicale et sociale pour toutes les Marocaines et tous les Marocains. Bref, nous allons certainement suivre ce dossier. Il est loin d'être clos, malheureusement. Mais en tout cas, je réitère mes remerciements aux invités qui ont accepté de répondre à nos questions dans un contexte quand même compliqué. Ils ont accepté. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Boujida, président du syndicat national des médecins du secteur libéral. Et bien évidemment, mes remerciements vont également à professeur Jafar Haikal, économiste de la santé et professeur de médecine. Merci, Si Haikal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous. Thank you.